Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Julien Drey, député de l'Essonne et soutien de François Hollande à la primaire du Parti Socialiste. Julien Drey, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'état de santé de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, ne lui permet pas d'être présent à son procès qui s'est ouvert aujourd'hui. Vous regrettez cette absence ? D'abord, je suis comme un certain nombre de responsables politiques. Moi, j'ai combattu Jacques Chirac longtemps, des fois dans des périodes difficiles. Mais c'est vrai que sur la fin, j'avais apprécié l'humanité de Jacques Chirac, j'avais appris à le connaître, qu'on se parlait. Et donc, évidemment, le fait qu'il ne puisse pas, je dirais, comme un vaillant combattant, se défendre, c'est toujours quelque chose qui nous touche, à nous tous. Maintenant, il faut un procès. Il va Même avoir sans lieu. lui, il faut que le procès continue. C'est pas un peu perdu de sens ? De toute manière, la procédure, elle a perdu du sens parce que c'est un vieux monsieur. Je vois vraiment pas comment on va pas lui faire de la prison, j'imagine, ou des choses comme ça. C'est pas voilà. D'autant que le parquet, en plus, requiert de renvoyer tout ça. Bon, mais si on fait pas le procès, on dira que son état de santé a servi à éviter le fait qu'on puisse poser ces questions-là. Donc, je pense qu'il faut un procès, mais qu'il n'y a aucune obligation à forcer ce monsieur, qui a quand même été un président de la République, à venir témoigner. Et je pense qu'il faut quand même un peu de respect. Dominique Strauss-Kahn est rentré en France dimanche matin. Est-ce que vous souhaitez qu'il s'exprime rapidement devant les Français ? Écoutez, moi, je suis pas un défenseur de la 25e heure de Dominique Strauss-Kahn, donc je ne participe pas à ces feuilletons. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et je redis ce que j'ai dit à beaucoup de ceux qui ont critiqué. Dominique Strauss-Kahn est un grand garçon qui s'exprimera quand il le voudra, qui a certainement beaucoup de choses à dire, mais à tous ceux qui continuent à critiquer, parce que j'ai vu qu'un certain nombre de gens à gauche disent mais le compte n'y est pas, mais les féministes ne sont pas satisfaites. Pour l'instant, comme il n'a rien dit, c'est assez Moi, compliqué. je considère, et je vous dis à vous ce que j'ai déjà dit à d'autres de vos confrères, le mieux pour tout le monde, c'est d'aller lire le réquisitoire du procureur Vance. Et quand on a lu cela, après, je pense qu'on peut se faire une opinion. Est-ce que quand même, le fait qu'il rentre aujourd'hui, on sait qu'il va s'exprimer dans une quinzaine de jours, ça ne gêne pas le Parti Socialiste qui est engagé, lui, dans cette primaire ? Ça ne le gêne pas. De toute manière, ça a été un problème. Et indépendamment de Dominique Strauss-Kahn, je veux dire, la manière dont tout ça, la mousse médiatique existe, qui est délirante. Moi, je regardais hier les dépêches AFP. Il y avait une dépêche AFP quasiment toutes les minutes. Il arrive, l'avion atterrit, il descend de l'avion, il passe les douanes, il arrive chez lui. On se demandait si c'est de l'information, quoi. On est dans quelque chose qui, d'ailleurs, dépasse tout le monde, je dirais. Et est une sorte de mayonnaise qui a pris et que tout le monde entretient. Donc, oui, voilà. Ça dépasse aussi le Parti Socialiste, parce qu'on entend des anciens soutiens, des amis proches de Dominique Strauss-Kahn, comme Pierre Moscovici, Jean-Marie Le Guen, qui disent qu'il peut être encore utile. Et ce matin, Benoît Hamon qui dit non, mais au fond, il n'est pas indispensable. Écoutez, moi, j'ai toujours eu du respect, même si j'ai des divergences. D'abord, je ne souhaite jamais la disparition d'un adversaire politique. Et je considère au contraire que c'est intéressant d'avoir des gens de qualité qui puissent dire des choses comme ça. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Mélenchon en disant qu'il s'en aille, je veux plus le voir. Au contraire. Vous souhaitez qu'il joue un rôle encore ? Il joue un rôle d'abord parce qu'il a un savoir incontestable. Il a joué un rôle politique éminent à l'échelle internationale. Donc même si on n'est pas d'accord avec lui, le fait de l'entendre et de dire ce qu'il pense dans le moment actuel, c'est important. Mais est-ce que ça ne va pas gêner les candidats du Parti Socialiste, Martine Aubry, dont on sait qu'elle n'aurait peut-être pas été candidate si c'était lui, François Hollande, qui était donné perdant dans une primaire ? Je vais me donner un petit esprit polémique. Ça gêne moins ceux qui n'avaient pas d'accord avec lui, je dirais, qui n'étaient pas dans une sorte de pacte. Donc François Hollande, ça le gêne moins. Au contraire, je regardais la prestation de François Hollande de dimanche, je trouvais que c'était bien ce qu'il a dit, c'est-à-dire en disant « moi je tendrai la main à toutes les forces et à tous ceux qui ont compétence ». Donc voilà, restons-en là, c'est déjà bien. Justement, à propos de tendre la main, Ségolène Royal était sur BFM TV hier. Elle répondait à la question de savoir qui elle pourrait choisir comme Premier ministre. Éventuellement François Hollande. Je vous propose d'écouter sa réponse. Pourquoi pas ? Il y a beaucoup de talent chez les socialistes. Bien sûr que l'un d'entre eux sera Premier ministre. Donc pourquoi pas moins lui qu'un autre, oui. Alors François Hollande, Premier ministre de Ségolène Royal, c'est une bonne idée, c'est de la provocation ? Non mais je vais vous retourner les choses parce que des fois le monde médiatique est tel. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu dire non ? Est-ce que si elle avait dit non hier soir à la télévision, qu'est-ce qui serait passé ce matin ? Elle aurait pu aussi répondre, la question ne se pose pas maintenant, botter en touche. Mais elle a fait ce qui, je crois, elle a raison de faire. Elle dit voilà, c'est une compétence, il est dans le paysage, mais je dirais que si on avait posé la question à François Hollande, il aurait répondu la même chose. Il dit elle a des compétences, on verra. Voilà. Je veux dire, si on pouvait sortir de ces choses-là et arriver sur le fond, je pense que ça serait important. Oui, en même temps, la question mérite d'être posée, même pour François Hollande, quand vous dites qui pourrait être le Premier ministre d'un François Hollande président ? C'est une question qui se posera dans la campagne. C'est une question qui se posera peut-être dans la campagne, mais pour l'instant, si vous voulez, on se concentre un peu sur les primaires. Donc avant de vendre
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme dit la formule. D'abord, essayons de gagner les primaires, de gagner clairement, de rassembler tout le Parti socialiste, et puis après, on verra dans le cadre du déroulement de la campagne, du profil que prendra cette campagne, de la situation politique dans laquelle nous serons, de la situation économique mondiale, quelle est l'équipe qu'il constituera. Il l'a expliqué, c'est une équipe renouvelée, c'est une équipe qui s'appuiera aussi sur de l'expérience, donc je pense qu'il a certainement des idées, mais qu'il n'a pas tranché cette question-là encore, il a raison. Justement, ne pas vendre la peau de l'ours avant de la tuer, François Hollande a déjà gagné la primaire, on voit les sondages, jour après jour, qui le donnent avec une confortable avance. Il n'a pas gagné les primaires parce que de toute manière, nous avons des rendez-vous très importants, et notamment un premier grand débat qui sera important. Le 15 septembre sur la France 2. Donc personne ne peut considérer aujourd'hui que les choses sont acquises. On voit bien que les sondages donnent des tendances, mais en même temps on voit bien que les échantillons de ces sondages sont quand même étroits. On sent qu'il y a une... En tout cas pour nous qui sommes autour de François Hollande, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer, mais je me garderai bien de vous dire aujourd'hui que les choses sont faites et jouées. Et puis, vous savez, dans la vie politique, on l'a vu encore récemment avec un certain nombre d'événements, personne ne peut dire ce que sera demain. Un des débats de l'actualité concerne la règle d'or, cette mesure que le gouvernement veut faire inscrire dans la Constitution pour empêcher les déficits budgétaires de dépasser 3% du PIB. François Baroin, ministre de l'économie, était à votre place vendredi. Il vous a posé une question, je vous propose de faire le professeur. On a une crise économique mondiale, la France n'est pas une île, on a des problèmes de déficit. Pourquoi hésitez-vous encore à rejoindre le gouvernement sur une idée qui va être partagée par tous les Européens, qui a été mise en œuvre par les socialistes espagnols, qui s'appelle la règle d'or? Allez-y, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Mais vous êtes prêt à rejoindre le gouvernement? Alors, non. Surtout pas. Et je dirais que je ne rejoindrai pas le pompier pyromane. Et là-dessus, je pense que, par exemple, ce qu'a dit Ségolène Royal hier était très important. Elle a raison de dire comment ça se fait qu'on vient nous parler d'une règle d'or aujourd'hui, alors que ce sont ceux qui nous parlent de cela, qui ont creusé les déficits comme jamais dans le pays. Premièrement. Deuxièmement, la règle d'or, c'est quoi? C'est dire qu'on ne va pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est déjà dans la Constitution. C'est déjà depuis 2008 dans la Constitution française par une loi organique qui a été votée. Par ailleurs, on nous fait référence à la loi, la règle d'or allemande. Elle était déjà présente dans la Constitution allemande. Donc, ce que nous avons dit, et ce qu'a dit François Hollande, et je crois que c'est très important, il dit « Moi, j'aime pas les choses dogmatiques. J'aime pas les choses qui constitutionnalisent et qui font qu'après on a les pieds et les mains liés. D'ailleurs, même la règle d'or allemande laisse plus de souplesse que ce que nous propose Nicolas Sarkozy. Donc il propose un cheminement qui permet de rétablir, je dirais, l'équilibre budgétaire, un cheminement qui s'appuie d'abord et avant tout, parce que c'est ça la question la plus importante sur le retour à la croissance. Donc le principe même d'inscrire dans la Constitution cette règle d'or, vous y êtes opposé? Pour l'instant, oui. Moi, je ne souhaite pas qu'on constitutionnalise des règles économiques. Parce que, regardez, même les Allemands ont mis dans leur règle d'or le fait qu'il pouvait y avoir des circonstances exceptionnelles qui faisaient qu'on pourrait déroger à cette règle. Donc tout ça n'est pas très utile. Et par ailleurs, je ferai remarquer aussi à un certain nombre de ceux qui nous disent la règle d'or, que par ailleurs les agences de notation ne déterminent pas leur confiance sur un pays par rapport à la règle d'or. Elle le détermine par rapport à une ambiance économique. Et donc pour la France, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de sortir de cette croissance molle et de retrouver de la dynamique. Et ça demande une politique économique volontaire qui n'est pas ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Le Premier ministre a annoncé que des consultations cette semaine avec les partis d'opposition. Qui doit venir pour le Parti socialiste? C'est son premier secrétaire d'aujourd'hui, Harlem Désir? C'est son premier secrétaire, qui viendra certainement avec les présidents des groupes parlementaires, il assure cela, mais on dira... est-ce qu'il engagera la parole des candidats à la primaire? Mais sur cette question-là, sur l'idée qu'on n'ira pas au Congrès voter la règle de M. Sarkozy, je crois que tous les candidats sont d'accord. Tout le monde a bien compris, et je connais trop François Baroin pour penser... Manuel Valls avait l'air de dire que lui, il voterait. Non, il a dit qu'il était pour une règle d'or, mais il n'a pas dit qu'il voterait cette règle d'or. Donc vous voyez que les choses sont déjà nuancées, mais je connais trop François Baroin et son air candide pour penser qu'il n'y a pas un gros piège derrière ce qu'on nous propose, c'est-à-dire nous enfermer dans une logique qui dirait que grosso modo on n'a plus rien à faire qu'à obéir à la technocratie et aux superstructures qui existent à Bercy, et donc nous les politiques on ferait qu'obéir à cela. Vous savez, j'ai lu beaucoup de choses sur la règle d'or, mais j'ai eu quelques tribunes qui étaient très intéressantes. On nous expliquait, vous comprenez, les élus ils sont dépensiers parce qu'ils sont sous la pression du corps électoral, et donc en campagne électorale ils promettent n'importe quoi, et donc il faut que nous les technocrates qui sommes la garantie du sérieux, nous puissions vraiment avoir le pouvoir. Or, les technocrates, excusez-moi, mais j'ai vu ce qu'ils ont fait ces dernières années dans notre pays, et je pense que justement le moment est venu de tourner la page. Justement, sur les dépenses qu'il faut rogner un petit peu, il y a la hausse de la TVA sur les parcs à thème qui vient d'être abandonnée. C'est une bonne chose pour vous?
D'abord, c'était une mesure qui rapportait pas grand-chose, donc qui était plutôt de l'ordre du symbolique. Deuxièmement, les parcs à thème, notamment dans un certain nombre de régions, sont des éléments moteurs de l'attractivité des territoires. C'est aussi en plus des lieux qui, notamment en période de vacances, permettent à des familles populaires de pouvoir aller. Donc je pense que c'était pas utile. Et si on veut vraiment s'attaquer... Par quoi il faut la remplacer? Parce que du coup, il va manquer 900 millions mais ça, c'est dans ça le le problème plan. du gouvernement. Mais si, moi, qu'il abandonne le bouclier fiscal. Il aura beaucoup plus d'argent. Qu'il fasse la grande réforme de justice fiscale qu'il faut faire dans ce pays et qu'il fasse que les plus hauts revenus et que notamment les revenus du capital soient effectivement mis à contribution parce que, regardez l'écart. Il y a 20 ans, l'écart des rémunérations, c'était de 1 à 40. Il est de 1 à 400 aujourd'hui. Il y a quand même de la marge. Julien Drey, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À demain pour un prochain talk.